Alors, le docteur Zaguri, que vous connaissez bien, qu'on ne présente plus, puisque bon, il est déjà intervenu à plusieurs reprises et dans les demi-journées de psychiatrie légale de la CIP. Il a fait des interventions à la radio, à la télévision. Et hier, il nous a parlé au café littéraire de son livre sur la barbarie ordinaire, la barbarie des hommes ordinaires. Et ce matin, il va nous parler du processus de radicalisation dans le cadre d'une approche expertale en se basant sur des individus qu'il a rencontrés lors des expertises demandées par des magistrats. Alors, je lui cède la parole pour 30 minutes d'exposé, et puis après, on aura un débat. Oui. Bon, eh bien, pour introduire cette question difficile, je voudrais insister sur l'importance de comprendre les processus psychiques qui œuvrent dans ces histoires, plutôt que sur le repérage illusoire d'une typologie de personnalité terroriste. Donc j'insisterai sur l'enchaînement d'une série de processus, car en dépit des ressemblances, ces personnalités appartiennent à une gamme très diversifiée. Mais je crois tout d'abord qu'il convient quand même de s'arrêter un instant sur le risque de réductionnisme psychologique ou psychiatrique ridicule. Donc il m'arrive, comme c'est arrivé à Pascal tout à l'heure, ou comme ça arrive à chacun d'entre nous, d'éprouver un profond sentiment d'inanité face à l'exploration du psychisme individuel des terroristes après l'horreur de tels carnages réalisés ou planifiés et empêchés au dernier moment. On se dit à quoi bon ? Chacun sent bien que cette question soulève des enjeux politiques majeurs. Et au fond, j'ai trouvé la réponse à cette interrogation chez Georges Politzer, vous savez, ce philosophe communiste fusillé par les nazis, qui avait écrit un livre en son temps célèbre qui critique des fondements de la psychologie. Et au fond, en le paraphrasant, je dirais qu'il ne faut pas demander à la psychiatrie d'éclairer l'histoire, mais à l'histoire de situer la place de la psychiatrie. Et alors, le psychiatre a sans doute des choses à dire sur la radicalisation et sur cet hypothétique chemin à l'envers, hein, qui consiste à imaginer un processus inversé de déradicalisation. Alors, l'immense majorité de ces sujets ne relèvent pas de la psychose délirante. Sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord. Ils ne relèvent pas de l'irresponsabilité pénale, mais évidemment, il y a quelques schizophrènes qui se perdent dans le phénomène. Et je crois que là, c'est un point absolument essentiel, puisque les politiques et les médias font sans arrêt la confusion entre les malades mentaux et toute la gamme diversifiée de tous les autres. Au fond, alors pour donner un exemple de schizophrène, je pense à Lucien. Alors je l'appelle Lucien, il ne s'appelle pas Mohamed, il s'appelle Lucien parce qu'il s'est converti. Mais il s'est converti à un islam qui lui est quand même très, très personnel. Je ne pense pas qu'il y ait deux personnes au monde qui aient la même religion que lui. Et donc, d'ailleurs, ces schizophrènes qui délirent à partir de l'ère du temps sont probablement les seuls loups solitaires, hein, comme on dit. Et il faut les distinguer de toute la gamme des instables, impulsifs, toxicomanes, délinquants, tous ces sujets dans une errance identitaire, dans un malaise existentiel, en impasse situationnelle. Et au fond, c'est cette confusion que font en permanence les médias ou les politiques en voulant nous contraindre à avoir des comportements qui non seulement seraient antidéontologiques, mais surtout seraient contre-productifs. Bon. Donc les malades mentaux sont très peu nombreux, mais ils existent. Donc je reviens à Lucien. Lucien donc, est converti à l'islam. Il a attaqué un vigile avec un couteau. Et quand on l'interroge, il réfute avoir commis un acte guidé par la haine. Il estime qu'il était alors dans son prosélytisme. Il avait plusieurs représentations psychiques à l'esprit.
c'était à Dieu de décider. Et Dieu a décidé que son coup de couteau serait peu déterminé. Et il ajoutait que s'il avait vraiment voulu tuer, il aurait agi physiquement dans ce sens. Le sentiment dominant, c'est que Lucien, par ce geste, avait tenté d'échapper au chaos de ses pensées, qu'il fallait le faire, qu'il devait agir pour exister, pour sortir du marasme psychique et pour ne pas se laisser envahir par le délire psychotique. Il était constamment dans l'indétermination, dans le doute. Il était guidé par Dieu. Alors, je fais une petite parenthèse quand même. On sait depuis longtemps que les délires mystiques sont des grands pourvoyeurs de passage à l'acte criminel. C'est sûr que avoir Dieu à ses côtés est toujours une aide considérable et transforme la transgression en devoir, en obéissance à la volonté divine. Alors, Lucien était quasiment clochardisé au moment où il avait commis cet acte. Il n'échangeait plus rien avec quiconque et je dirais même le dialogue avec lui-même était fortement entravé. Il était soumis à une pensée chaotique, contradictoire, marquée par l'ambivalence schizophrénique, comme s'il lui était nécessaire de passer à l'action pour continuer d'exister. Et seule, à mon avis, la maladie schizophrénique permettait d'éclairer son geste, dont le sens, en définitive, paraissait obscur, y compris à lui-même. Donc, il faut comprendre que les psychotiques puisent la matière de leur néoconstruction délirante dans l'histoire et dans l'actualité. C'est leur seul lien avec le monde, après la catastrophe de la perte de contact avec tout ce qui semble évident à la plupart d'entre nous. Donc, il y a quelques malades mentaux, il y a quelques schizophrènes. Enfin, moi, j'en ai très, très peu vu. Très, très peu vu. Mais s'il convient de limiter le rôle de l'authentique maladie mentale dans le phénomène djihadiste, faire de la plupart des terroristes des hommes parfaitement normaux, ayant fait ce choix-là plutôt qu'un autre, est, me semble-t-il, une erreur symétrique, qui nous condamne à ne rien saisir du rôle de la vie psychique dans le processus terroriste et dans le repérage des failles et dans leur instrumentalisation par les donneurs d'ordre criminels. Et si le phénomène terroriste est si dangereux, c'est qu'il apporte, quoi que nous puissions en penser, des bénéfices psychiques à ceux qui s'y soumettent. C'est Olivier Roy qui insiste sur le fait que si on veut comprendre le djihadisme, il faut penser tous les niveaux à la fois. Que le terroriste soit psychotique, psychopathe, toxicomane ou désespéré, au fond, c'est la construction narrative de Daesh que tous vont s'approprier, chacun à sa manière. Les délirants mystiques, les suicidaires, les frustrés, les haineux, ceux qui sont en quête de notoriété ou de reconnaissance, ceux qui veulent tourner le dos à une existence instable et marginale, ceux qui sont avides d'idéal ou ceux qui veulent seulement exister, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de monde. Et en définitive, Daesh a lancé à la cantonade du monde tout entier un certain nombre de modèles d'inconduite, pour reprendre la formule de Linton, et rien n'empêche un certain nombre d'individus de s'en saisir. Alors, pour essayer de comprendre le terrorisme, je crois qu'il y a quelques modèles psychocriminologiques qui peuvent nous être utiles. D'abord, pour ce qui concerne les personnalités à forte composante paranoïaque, extrêmement déterminées, eh bien, on ne peut pas ne pas penser aux idéalistes passionnés décrits par Dide, un autre fusillé, un autre grand résistant psychiatre. Donc de ces sujets qui sacrifient tout à leurs idéaux et à leurs convictions absolues et inébranlables. Donc ces sujets, on les connaît, c'est des endurcis et à mon sens, ils relèvent essentiellement de la mise hors d'état de nuire sans grande illusion de changement dans leur vision radicale et totalitaire de l'univers et dans le rôle qu'ils s'y attribuent. Il y a un autre modèle criminologique qui est intéressant, c'est celui des magnicides. Les magnicides, vous savez, ceux qui tuent des personnalités célèbres pour en tirer gloire,
dans une recherche de célébrité. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce qu'avait dit Luigi Lucchini, vous savez, qui avait tué Sissi impératrice à Genève en 1899 ou 98, je ne sais plus. Il avait dit « Je voulais venger ma vie ». Donc en quelques mots, tout est dit. Il voulait venger sa vie. Et au fond, c'est ce qu'on retrouve. J'avais expertisé ce jeune homme qui avait tenté de tuer Jacques Chirac, hein, un 14 juillet. Et au fond, on voit comment le processus émerge et progressivement se construit, qui prend un certain temps. Hein. Donc, première émergence d'une pensée suicidaire à la mi-mai. Ensuite, imaginer un suicide, une mort en apothéose, associée à la fête du 14 juillet. J'ai tout raté dans ma vie, je rentrerai dans l'histoire. Et puis, un soulagement formidable d'avoir pris cette décision, soulagement qu'on retrouve chez beaucoup de terroristes. Hein. Les familles disent « mais il allait mieux, mais il était mieux dans sa peau, mais il avait arrêté de se droguer, etc. etc. » Donc un soulagement, comme il était très radin, donc il va dépenser tout son argent, il va distribuer tout son argent pour se mettre en quelque sorte en situation de ne plus pouvoir faire machine arrière. Il achète l'arme, il s'entraîne au maniement des armes avec un ami légionnaire sans lui dire pourquoi il le fait, et il met en acte son projet le 14 juillet. Vous voyez, entre début mai et 14 juillet, un certain temps de processus de maturation entre l'émergence de l'idée initiale sur fond de crise existentielle et sa réalisation. Donc, alors, tous ces modèles dont je vous parle, on les retrouve un peu, si je puis dire, on les retrouve partiellement dans le processus terroriste, mais tous nous aident à comprendre quelque chose. Les tueurs de masse. Alors, les tueurs de masse, quelle que soit la diversité des personnalités, il s'en dégage une extraordinaire stéréotypie. L'acte résulte à la fois du désespoir et de la haine. Il a pour fonction de transformer, pour reprendre ce que disait Richard Durn, une vie réduite à rien, à une mort en apothéose, entraînant le plus de monde possible dans la chute pour marquer l'histoire. Hein. Il n'y a généralement pas de justification idéologique. Hein. Le caractère grandiose de l'acte relève seulement du nombre de victimes et du retentissement attendu. Il y a quelque chose que moi j'ai noté chez un certain nombre de grands criminels, c'est-à-dire, alors, dès que l'image du monstre surgit, nous, psychiatres, nous disons non, non, pas du tout, ce ne sont pas des monstres et nous avons raison de le faire. Et dans une large mesure, la clinique psychiatrique est un travail de démonstration, hein, j'ai l'habitude de dire. Et pourtant, il y a un certain nombre de sujets qui œuvrent eux-mêmes à devenir des monstres, c'est-à-dire à extirper d'eux tout reste d'humanité. Hein, si cette figure rhétorique du monstre est si insistante, c'est parce qu'elle qualifie quand même un certain nombre de processus. Bon, moi je cite toujours l'exemple de Julien, qui était un tueur en série, qui comme ça s'endurcissait et s'entraînait à ne plus rien ressentir devant les pires horreurs. Et on retrouve ce processus dans l'évolution des sujets, à partir des premières vidéos de décapitation jusqu'à qui produisent une certaine gêne, jusqu'à une froideur absolue et une cruauté sans pareil. Autre modèle, par rapport à ce que j'ai pu décrire chez les tueurs en série, il y a aussi quelque chose, une espèce de noyau, qui est qu'en dernière analyse, il y a toujours un rapport entre un surhomme et un sous-homme, un Übermensch et un Untermensch. C'est ce que Fethi Benslama appelle le surmusulman. Ce ne sont plus des musulmans, ce sont des surmusulmans, au-delà de la religion. Hein. Ce n'est pas un homme qui est décapité, c'est un chien d'un croyant. Plus la victime est chosifiée, plus celui qui en a débarrassé la terre est glorifié. Alors, des génocidaires, je mettrai en commun le fait que le sujet met sa déshumanisation au service de la cause commune, au nom d'un monde purifié, débarrassé de ceux qui le polluent. Et il y a tout ce travail psychique qui fait que pour que l'acte soit en quelque sorte aisé, pour qu'il devienne plus aisé,
et qu'il faut qu'il soit plus efficace et qu'un certain nombre de processus psychiques se mettent en place. Et puis, dernier modèle, l'emprise sectaire. J'ai moi-même décrit quelque chose que j'ai appelé l'abus de transfert dans la relation entre certains gourous de sectes et leurs adeptes, mais aussi entre certains escrocs et leurs victimes, et entre certains thérapeutes et leurs patients. Voilà. Et si vous voulez, on ne peut pas réduire au phénomène sectaire, mais en même temps, ces guides avec lesquels ils communiquent sur Internet ont une capacité parfois tout à fait étonnante à saisir les failles et à conduire le sujet tout doucement vers la participation à une opération criminelle. Et ils suivent en quelque sorte à la trace des garçons et des filles désemparés, dans un premier temps au moins, dans leurs échanges sur le net. Ils sont des espèces de coachs de cette transformation de l'idéal blessé en idéal de haine, comme dirait Fethi Benslama. Alors on pourrait objectiver que beaucoup se sont auto-radicalisés, mais auto-radicalisés à partir de leur fréquentation des réseaux sociaux. Alors tous ces modèles, de tous ces modèles, chacun nous éclaire un peu, mais aucun ne peut prétendre, si je puis dire, résumer l'ensemble de la question. Donc il est impossible d'établir un profil type des terroristes. C'est une longue chaîne de processus qui rencontre de la construction d'un destin terroriste et non la simple rencontre d'une prédisposition et d'une occasion. Donc les personnalités de base sont diversifiées, depuis les psychopathes baroudeurs qui veulent en découdre et qui s'engagent dans l'État islamique, comme d'autres entrés dans la Légion étrangère, jusqu'à l'adolescent strictement normal, enfin normal au sens large du terme, si tant est que l'on puisse parler de normalité à cet âge de la vie. On avait décrit chez les terroristes du 11 septembre la prévalence de jeunes hommes ayant accompli des études supérieures scientifiques. On avait insisté sur leur absence de pathologie. Plutôt, dans notre pays, on observerait des petits voyous plus fragiles, mais pas toujours, pas toujours. Ma première représentation, c'était celle, effectivement, de sujets instables, avec une première vie délinquante, mais on rencontre des personnalités beaucoup plus structurées, beaucoup moins instables. Donc, alors, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils rompent avec leur vie d'avant. Leur vie d'avant, c'est l'échec existentiel, c'est le ressentiment, c'est l'humiliation, c'est la blessure d'idéal, le désespoir, la vacuité de sens et la crise identitaire. Et donc, il y a la visée d'un retour présumé au fondement historique de l'islam, et c'est donc l'attraction d'une sorte d'héroïsme romantique. Je crois que si on veut comprendre quelque chose à ces questions, il faut faire l'effort de surpasser notre dégoût et de saisir que pour eux, l'existence s'ouvre enfin à l'idéal, à la jouissance, à la plénitude, à la fin des tourments et à la morale divine, en tournant la page d'un passé médiocre et réprouvé. Alors que ce renversement nous jette dans un univers dominé par la perversité, c'est l'évidence même. Mais si l'on ne réalise pas les gains psychiques qu'il apporte, je crois qu'on ne peut rien comprendre à ces questions et on ne peut que répéter à l'envi que tout ça est affreux. Donc il y a une vie d'avant. Il y a une vie d'avant qui est marquée d'opprobre. La fille dira « j'étais une pute ». Pourquoi elle était une pute? Parce qu'elle se mettait un peu de vernis sur les ongles. Le jeune homme « j'étais un impie, je vivais comme un infidèle ». Tous vont se couper de leurs racines familiales, parce que la radicalisation, c'est d'abord une coupure avec ses propres racines. Ils cessent d'être fils ou filles de leurs parents pour devenir frères et sœurs en islam. Donc c'est un véritable auto-engendrement qui inverse l'ordre des générations. Donc ils vont donner des leçons d'islam à leurs parents, alors que, bon, pratiquement tous ont une méconnaissance de la religion que les imams confirment. Hein. Bon. Donc ils enjoignent leurs parents de les rejoindre dans la vraie foi. Désormais, leur malheur individuel de jeunes humiliés, sans espoir, se télescope avec le destin historique de l'islam. Tous deux sont à venger.
Et j'appelle Eureka terroriste ce moment de bascule qui ne se fait pas en quelques minutes, hein, qui est la soumission à un destin collectif et l'abandon de toute visée individuelle. Donc ils deviennent des surmusulmans et ils entrent dans une utopie totalitaire. Alors, ils vont lire le Coran toute la journée, un petit peu comme des perroquets savants, égrener des sourates à tous les visiteurs en leur indiquant les voies de l'obéissance à la doctrine. Leur existence vouée à la mort est devenue sacrée. Hein. Ils ont une espèce de rapport sacralisé à eux-mêmes. J'en ai vu quelques-uns, c'était pas triste. Ils ont fait don, en quelque sorte, de leur vie terrestre. Ils ne s'appartiennent plus. Ils ont à l'égard d'eux-mêmes une certaine distance respectueuse conférée par leur narcissisme restauré, teinté de sacralité. Et alors, il est absolument stupéfiant de voir... Donc, il y a, si vous voulez, un recrutement qui est un recrutement diversifié, et puis il y a une espèce de voie finale commune où tous se ressemblent, tous disent la même chose, tous ont les mêmes références, le même vocabulaire, le même humour. Alors, l'humour, vous allez me dire, l'humour, c'est quoi? C'est toi, peut-être que tu descends du singe, mais pas moi. Hein. Bon, ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Okay. Donc, leurs discours sont superposables. Hein. Donc, le sujet est entièrement dissous dans le groupe qui se veut fraternel. À l'un d'entre eux, je faisais remarquer qu'il était devenu un clone. Il m'a dit « Oui, mais j'en suis fier, je suis un clone de Dieu. » Donc, il n'y a plus d'identité propre, plus de pensée, plus de singularité, plus de conflit. Plus de déchirement, tout est écrit, il ne reste qu'à l'exécuter. Et là, bon, évidemment, en pensant à mon livre, je ne peux que citer Hannah Arendt. Les mouvements totalitaires sont des organisations de masse. Leur caractéristique la plus apparente est leur exigence d'une loyauté totale, illimitée, inconditionnelle et inaltérable de la part de l'individu qui en est membre. Alors, il y a donc ce radicalisateur, ce guide extérieur, ce que j'appelle le coach de l'horreur, l'émir, mentor, grand frère, référent, qui va le soutenir dans son cheminement. Et ça, il faut bien le comprendre, le sujet est déjà ailleurs. Pour avoir peur de la mort, il faut se sentir vivant. Hein. Il est dans l'attente et dans l'espoir d'un futur lumineux. Il y a donc un désarrimage vis-à-vis des valeurs antérieures, un véritable deuil de soi qui va s'instaurer, d'endurcissement. Une mère disait récemment dans les médias « Ils ont transformé mon fils en monstre ». Plus il sera regardé comme cruel, de façon inhumaine, plus sera renforcée sa conviction d'accomplir sa mission. L'horreur qui provoque le raffermi. Donc, je disais tout à l'heure, le récit de leur évolution face aux vidéos de décapitation est assez stéréotypé. Donc, au début, c'est le dégoût, c'est la gêne. Et puis, petit à petit, le sujet va s'identifier dans une posture de surhomme, d'ubermensch, de surmusulman, avec un idéal de virilité cruelle. Et puis, face à un homme qui en égorge un autre, il n'y a pas grand choix. Ou bien on s'identifie à la victime, ou bien on s'identifie à l'auteur. Le choix est tout fait. Il y a un véritable travail de déshumanisation de soi qui s'opère de vidéo en vidéo. Il nous en parle comme de quelque chose de tout à fait banal. Et la jouissance qu'ils en éprouvent, et ça je crois que c'est un point très important, n'est pas de voir sadiquement souffrir l'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre qui soit un petit peu semblable à soi. Cette jouissance est d'être épargné de toute compassion, perçue comme vulgaire, et d'être conforté dans une posture qui pour nous est inhumaine, mais qui pour eux est surhumaine. La mort n'est pas un sacrifice, la mort est attendue, la mort est son triomphe. Hein. J'ai vu récemment une jeune fille qui s'est donnée à la mort devant un policier, et le policier a eu cette phrase tout à fait extraordinaire, je trouve. Il lui a dit « Non, je ne te tire pas dessus, tu n'auras pas ton martyr ». Donc, au fur et à mesure de ce processus de maturation terroriste, le sujet va là où son destin le porte. Encore une fois, pour avoir peur de mourir, il faut se sentir vivant. Il a hâte de ne plus être vivant et du passage vers ce monde idéal de jouissance absolue. C'est le stade suprême de l'élévation narcissique avec une jouissance sans limite, temporelle ou corporelle.
tout est pris à la lettre dans sa radicalité. La religion n'est pas un support d'image, de symbole, de métaphore. Donc, il vous explique qu'il y a 3 anges qui vont venir les chercher à leur mort, qui vont les amener au 7e étage du paradis. Alors, le paradis, je ne vous dis pas, c'est des buissons magnifiques, des fruits merveilleux dont on n'a pas idée ici, des ruisseaux, tout ça est illimité. Alors, pour les hommes, c'est les Houria. Alors, les femmes, c'est pas symétrique. Hein. Les femmes ne rêvent pas d'un paradis avec des hommes musclés partout. Donc, mais enfin, c'est un univers comme ça, très imagé. Mais rien n'est mis en doute. Tout est pris à la lettre. Au fond, je crois que, encore une fois, si on repère tous ces processus, et généralement ces processus prennent du temps, je crois que ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que Daesh a livré des modèles d'inconduite, et que vont s'en saisir des individus très diversifiés, chacun pour des raisons qui leur sont propres. Alors, vous voyez, j'ai insisté sur cette chaîne de processus, et pourtant les choses sont encore plus compliquées. Il y a aussi des circuits courts, il y a aussi des sujets qui sont pré-radicalisés et qui, au fond, vont à un moment donné basculer. Est-ce qu'on peut toujours distinguer des motivations intimes de motivations d'engagement au service de Daesh? Pas toujours. Moi, j'ai vu, alors la presse titre, est-ce qu'il s'agit d'un conflit personnel ou est-ce qu'il s'agit d'un engagement? Eh bien, les deux, évidemment. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un cas où, au dernier moment, le sujet va transformer son suicide mélancolique et lui donner, en quelque sorte, une aura magnifique, héroïque. Mais tout ça va se passer, si je puis dire, très vite. Là, on n'est plus dans le circuit long, on est dans la transformation d'un drame individuel en monstration collective. Et alors, on voit de tout. On voit aussi des pieds nickelés. Bon, on a la surprise de les voir fréquenter la galerie de l'antiterrorisme. C'est des paumés du petit matin. Il y en a un qui s'est fait repérer parce qu'il voulait qu'on le traite comme un repenti et pouvoir enfin qu'on lui donne de l'argent, qu'on le protège et qu'on lui permette de réaliser ses projets grandioses. Un autre qui s'infiltre dans les réseaux djihadistes pour mieux les étudier, une espèce de sociologie comme ça, tout à fait individuelle. Donc il est repéré parce qu'il est en contact. Il dit « Ah non, je les étudiais ». Et c'est peut-être vrai d'ailleurs qu'il pensait les étudier. Un troisième était mu par l'espoir d'être valorisé sur la toile, parce qu'il se vivait comme un raté. Mais je crois que dire que ce sont des pieds nickelés, c'est pas nécessairement rassurant, parce que des pieds nickelés peuvent être pris dans un processus irréversible. Hein. Tuer selon les préceptes de l'État islamique ne requiert ni une intelligence particulière, ni une longue préparation. Et il n'y a pas de parallélisme entre le niveau d'assurance de la personnalité et le degré d'engagement djihadiste et la gravité d'un acte. Et moi, je cite beaucoup cette phrase de Gérard Bronner, parce que je n'aurais pas osé la prononcer moi-même, mais elle traduit tout à fait ma pensée. Il dit « Pour le moment, du moins, nous avons plus à craindre des imbéciles de la barbarie que des génies du crime. » Voilà. Je crois qu'on a toujours tendance à surévaluer le niveau d'organisation et de pensée d'un certain nombre de sujets. Donc, et on est parfois surpris de voir l'incroyable discordance entre la gravité d'un geste et la banalité d'un conflit oedipien. Bon, Daesh apporte au fond, Daesh apporte au fond une solution ready-made, clé en main pour la plupart d'entre eux. Moi, j'ai été très frappé par l'expertise d'un adolescent à Marseille qui avait poignardé un homme qui portait une kippa. Et donc, alors bon, ça mériterait d'ailleurs toute une séance, mais la première expertise était terrifiante. Et puis 6 mois plus tard, il était redevenu, si je puis dire, un adolescent assez banal. Et alors, ce qui m'a sidéré chez lui, alors là j'en suis toujours pas revenu, il me dit, je lis en prison. Je dis, ah bon, vous lisez quoi? Il me dit, je lis Primo Levi, si c'est un homme. Je dis, ah bon, c'est intéressant. Et c'était tellement clivé qu'il n'a pas fait le lien
entre sa lecture de Primo Levi et son acte. Alors, est-ce qu'il se foutait de ma gueule? Hypothèse. Mais j'ai tendance à penser que non. Alors, voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'essayer d'avoir une représentation, et cette représentation, elle est complexe. Cette représentation, elle n'est pas fondée sur des, si je puis dire, sur une clinique portant sur la personnalité des uns et des autres. Elle est plus fondée sur une compréhension des processus qui vont amener des personnes d'organisations très diversifiées vers la radicalisation. Et là, je crois que nous avons quelque chose effectivement à porter devant les pouvoirs publics qui sont désemparés, donc qui nous interpellent de façon tout à fait étonnante. Hein. Est-ce que si l'un de vos patients vient un jour à la consultation en babouche, vous allez immédiatement le signaler? Je sais pas. Je crois qu'il y a déjà des textes très précis qui nous enjoignent de signaler les crimes à commettre, les crimes susceptibles d'être commis. Peut-être que ça suffit. Donc il y a une espèce d'affolement des pouvoirs publics, et on le comprend, car quand à peu près n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel lieu, on comprend que les pouvoirs publics soient affolés. Néanmoins, ils interpellent la psychiatrie d'une manière qui risque d'être un contre-productif d'abord, et surtout qui risque de nous empêcher de soigner les malades, et qui confond toute cette gamme diversifiée de personnalités fragiles avec l'authentique maladie mentale. Voilà, j'en m'arrête là.